Donc avec cette présentation, vous me pardonnerez, je suis un petit peu, si vous voulez, liée à la Convention du patrimoine immatériel, et donc j'ai tendance à être un peu répétitive dans ce que je dis, parce que j'ai pris l'habitude effectivement de beaucoup parler de cette convention que j'ai vue naître, à laquelle j'ai participé en quelque sorte à la conception, et donc c'est assez extraordinaire, je dirais pour moi, de voir presque 20 ans plus tard, parce qu'avant qu'elle existe, cette convention, elle a été pensée, à quel point cette notion, ce vocabulaire atroce, qui est l'expression patrimoine culturel immatériel, qui est quand même une expression difficile aujourd'hui, eh bien, elle pénètre la vraie société, et que c'est une expression qui aujourd'hui est employée quand à l'époque, quand on l'a conçue et quand on a commencé à la promouvoir, était une notion tout aussi risible que incompréhensible. Donc il faut avoir conscience, malgré les difficultés que chacun rencontre, que vous rencontrez, que je rencontre, que tout le monde rencontre dans ce domaine, que énormément de chemin a été accompli, énormément de progrès ont été faits. Tout ça, c'est pour vous donner du courage. Bon. On a toujours l'impression que c'est difficile, mais on a fait beaucoup de chemin. Donc aujourd'hui, je vais tenter de vous faire part de ce que je retiens de cette journée, qui met en relation trois concepts eux-mêmes complexes, qui sont le patrimoine culturel immatériel d'un côté, les musées de l'autre, et l'innovation, qui n'est pas à oublier dans le débat et l'objet du débat. Alors, j'ai trouvé que la présentation d'Isabelle Chave ce matin, qui nous faisait part de son enquête sur le PCI et les musées en France, était extrêmement intéressante et, à mon avis, même si elle ne reflétait pas la réalité d'autres pays, donnait un peu le ton de la relation entre le PCI et les musées en général, à savoir que les inventaires ont été une grande partie du focus du travail des musées, ce qui n'est pas étonnant compte tenu du profil des musées, et donc le mot inventaire n'est pas étranger aux musées, et donc c'est compréhensible, on va dire, que certains musées aient accueilli des inventaires, qu'il y avait une évolution considérable de la notion et de la compréhension du patrimoine culturel immatériel par les musées en 15 ans. Je souligne quelques-uns des éléments qu'elle a donnés, parce que sa présentation était immense et riche. Et ça n'est pas étonnant non plus, les musées, quand ils affirment s'occuper ou s'intéresser au patrimoine immatériel, sont principalement tournés vers la mémoire et vers les savoir-faire artisanaux, ce qui a d'ailleurs été un petit peu démontré par les exposés qui ont suivi. Et donc ça aussi, on comprend pourquoi dans la culture des musées qui s'occupent essentiellement d'histoire, eh bien, le travail de mémoire des savoirs traditionnels fait écho à leur travail, et comment les savoir-faire artisanaux, qui débouchent souvent qui se dépensent toujours sur des objets, eh bien, là aussi était un champ qui leur semblait ou qui leur semble plus facile à aborder et à faire rentrer dans leur pratique historique, on va dire. Ils ont déclaré, ces musées, que le patrimoine culturel immatériel était créateur de liens avec leur public, et donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'ils estiment être une valeur ajoutée d'avoir fait rentrer le PCI dans leur champ de travail, qu'il y avait une forte demande en formation, tant mieux, c'est bon signe, ça veut dire que les musées perçoivent qu'il y a un champ d'intérêt, mais qu'ils ne sont pas très bien armés et qu'ils ont besoin de plus d'outils pour arriver à traiter cette chose-là, et qu'ils utilisaient, ou que le PCI était très présent dans l'éducation artistique et culturelle. C'est ce que je retiens un petit peu de cet exposé. Il y avait beaucoup d'autres choses, mais je trouve que ça pose pas mal, on va dire, la situation
de la relation entre le patrimoine culturel immatériel et les musées aujourd'hui, en Europe, je dirais. Après, il y a la question du patrimoine culturel immatériel. C'est le deuxième terme. Et là, j'ai beaucoup apprécié la présentation de Philomena Sousa parce qu'elle a exposé ce qu'était le patrimoine immatériel dans une manière non conforme à ce que d'habitude l'UNESCO fait, c'est-à-dire cite les articles de la Convention, s'accroche au texte. Alors là, elle a renversé la manière de la présenter. Elle en a montré les forces et les faiblesses. Elle a montré aussi, dans la perspective des musées, les pièges et les risques. Et je vous invite vraiment à relire sa présentation. Je pense qu'elle va être disponible parce que, en fait, j'ai vraiment rien entendu dans sa présentation avec lequel je n'étais pas entièrement d'accord. Et donc, c'est très rare pour moi. Je tiens à le souligner. Et donc, vraiment, je vous encourage à la revisiter parce que je pense qu'elle a bien saisi la problématique de la relation musée et patrimoine immatériel. Je veux juste rappeler, sans du tout répéter ce qu'elle a dit, qu'il faudrait toujours se souvenir, quand on parle de patrimoine culturel immatériel, qu'il y a 3 mots dans cette expression et aucun des mots ne doit être oublié. Donc, on parle bien de patrimoine, donc d'une notion de transmission intergénérationnelle. Hein, il y a dans le mot patrimoine, il y a la notion de transmission, heritage. Il y a la notion de culturel, parce qu'on peut transmettre un patrimoine simplement financier. Mais là, il s'agit d'un patrimoine culturel. Donc, il ne faut pas non plus oublier le mot culturel. J'insiste, hein, parce que la culture, c'est large, mais en même temps, c'est quelque chose de précis. Et qui donne un sentiment d'identité et de continuité pour une communauté spécifique. Je ne rentre pas dans le débat d'une culture nationale, de ce que c'est qu'une communauté, etc. La Convention précise qu'il s'agit de communautés, de groupes ou même d'individus en fonction de l'expression, la taille de la dite communauté est plus ou moins large, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais en tout cas, quand on parle de communauté, a priori, on ne parle pas de pays en entier, sauf dans certains cas. Mais en général, on parle d'une entité plus petite. Et puis, il y a le mot immatériel. Et malheureusement, je dirais, ce mot, il est construit sur une négation. Hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne plaît pas et que souvent on parle souvent maintenant de patrimoine vivant ou de patrimoine culturel vivant. Mais néanmoins, quand même, le fait qu'il soit basé sur une chose négative, ce n'est pas matériel, rappelle quand même qu'il ne faut pas le confondre avec le matériel, puisqu'il existe en tant que non matériel. D'accord ? Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Surtout dans le cadre des musées. Pourquoi ? Parce que dans les musées, je vais en parler un petit peu après, c'est vrai que il faut bien montrer quelque chose, et que souvent ce quelque chose, il est matériel. Et donc, il ne faut surtout pas le faire absorber dans la matérialité de sa production. Il faut se rappeler que votre objectif, quand vous parlez du patrimoine immatériel, c'est de parler de son caractère immatériel et voilà, de trouver des supports pour en parler. Et puis, ce patrimoine, alors ces 3 lettres, hein, il faut se souvenir, ce que disait bien Philomena Sousa, qu'il est vivant, c'est-à-dire il existe au présent, il est recréé en permanence en fonction d'un certain nombre de conditions qui sont historiques, environnementales, au sens environnemental, social, physique, naturel, etc., et qu'il a une fonction sociale contemporaine. Ce qui veut dire que s'il n'a plus de fonction sociale contemporaine, s'il la perd, soit il se transforme dans quelque chose qui est complètement différent, soit il meurt, et il y a beaucoup de patrimoine immatériel qui meurt, et c'est normal. Et donc, il y en a qui arrivent à se perpétuer en se modifiant légèrement, il y en a qui se modifient beaucoup, et puis il y en a qui ne se modifient pas du tout et qui est perdu parce qu'il n'a plus la fonction sociale dans une communauté donnée. Donc, il n'existe plus, et ce n'est pas grave. Donc ça, c'est quand même important aussi, parce que je sais que dans un musée, comme on a quand même l'amour de la conservation, on a tendance à vouloir retenir au-delà, c'est comme on dit à l'hôpital, en truc artificiel, c'est-à-dire
voilà. Bon, ben là, le coma artificiel pour le patrimoine immatériel, dans la communauté du patrimoine immatériel, on n'est pas trop pour, quoi. Parce qu'il y a tellement de trucs à faire sur le vivant et sur le malade, beaucoup malades, beaucoup en mauvaise santé, que essayons de tenter de fonctionner sur ce qui est encore bien vivant. Le musée, je ne suis pas la spécialiste. Vous savez mieux que moi ce que c'est qu'un musée. Mais en tout cas, c'est un lieu, souvent, du moins dans sa forme traditionnelle, d'interprétation et de centralisation des objets du patrimoine. Et donc je crois que la thématique de cette rencontre vous amène et nous amène à réfléchir sur ce que peut être aussi un musée et comment le musée lui aussi peut se transformer, se recréer, s'ouvrir et trouver d'autres formes d'accueil du patrimoine à partir du moment où il accueille le patrimoine immatériel. Et il est destiné normalement à un public. Je dis normalement parce que dans une des présentations, j'ai vu, c'est pas pour le public. J'ai dit, ben ça c'est drôle, un musée qui n'est pas fait pour le public, qui est fait juste pour la rencontre d'artisans. Mais bon, pourquoi pas. Donc, un dernier terme de la rencontre, c'était innovation. Innovation, pourquoi? Mais pourquoi innover? Qu'est-ce que ça veut dire innover? Ça veut dire seulement faire du nouveau, mais pourquoi faire du nouveau? Moi, je pense que le mot est très bien choisi et il concerne à la fois le patrimoine immatériel et les musées. Ne pas innover, c'est rapidement être conduit vers l'extinction. Il y a plusieurs des musées là qui ont cité des exemples où, par une initiative innovante, ils ont donné une nouvelle perspective à leurs activités, une nouvelle ouverture, un nouveau futur, un nouvel horizon. Et donc, je crois que je vais rentrer maintenant dans quelques-uns de ces rapports, mais je crois que l'innovation dans la relation entre patrimoine culturel immatériel et musée est très bienvenue dans les deux sens. Un mot qui n'a pas été beaucoup employé, même s'il a été un peu employé, c'est le mot sauvegarde. Pourquoi je l'emploie? Parce qu'on pourrait quand même questionner l'objectif de l'introduction dans les musées de la sauvegarde, du patrimoine immatériel, je veux dire. Et j'ose penser que l'objectif, c'est la sauvegarde. La sauvegarde, dans la Convention, elle est déterminée, elle est définie comme étant le maintien de la vitalité et de la viabilité. Et souvent, on la confond, dans le milieu du patrimoine, à la conservation ou à la protection, qui sont, elles, des actions de maintien en l'état et de, on va dire, protection contre les dangers de l'érosion, de l'affaiblissement lié au contact externe. Donc, dans le cas de la conservation, on cherche à préserver l'intégrité. Dans le cas de la sauvegarde, on cherche à booster l'élan vital, ce qui ne produit pas du tout ni les mêmes résultats et conditionne pas du tout les mêmes méthodologies. Et c'est donc pour ça que je pense qu'il est important de garder à l'esprit que, pour ce qui est du patrimoine immatériel, on part dans l'idée que certains patrimoines, certaines formes du patrimoine, en tout cas, vont disparaître. C'est pour acquis, et il n'y a pas à culpabiliser en le laissant partir. Et puis, il y en a d'autres formes qui vont avoir besoin d'être accompagnées, et cet accompagnement va demander l'intervention de plein d'acteurs différents, les musées étant une partie, pas les seuls, mais une partie des acteurs qui peuvent soutenir la viabilité du patrimoine immatériel. Pourquoi sauvegarder? C'est peut-être pas le lieu d'en parler là,
mais je pense que si on comprend la fonction du patrimoine immatériel, non pas comme étant une expression décorative et esthétique, mais comme étant le ressort de la logique culturelle des sociétés, le sens que les sociétés donnent à leur être au monde et la manière dont elles le transcrivent en comportement, en savoir et en savoir-faire, on comprend que sauvegarder ce lien avec l'histoire d'une communauté pour cette communauté est assez essentiel, entre autres pour son innovation et sa création. Donc la fonction du musée, là on voit, va devoir faire non seulement avec un nouveau type de patrimoine, avec un nouvel objectif vis-à-vis de ce patrimoine, qui ne sera plus la protection, la mise sous cloche, mais qui va être là, un peu comme on fait avec des enfants, hein, la mise en envolée de ce patrimoine, la mise en viabilité de ce patrimoine, mais il va devoir composer avec un autre élément qui va être la communauté de praticiens de ce patrimoine. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que de toute façon, la définition du patrimoine de cette convention dit que seul le patrimoine défini comme tel par une communauté est patrimoine immatériel. Donc, personne ne peut décider à la place d'une communauté que cette expression, ce savoir, est patrimoine. Donc vous ne pouvez pas travailler avec du patrimoine immatériel sans travailler avec les communautés qui l'interprètent, qui le définissent et qui en donnent exactement comme notre ami qui parlait des crevettes et des pêcheurs de crevettes, c'est eux qui déterminent l'ensemble de l'interprétation de leur pratique. Et le musée n'est qu'une chambre d'écho pour les aider à se faire entendre, en fait. Hein. C'est tout à fait ça. Donc vous avez tout d'un coup un interlocuteur qui rentre là-dedans et qui va être très compliqué à gérer. D'une part parce qu'une communauté n'est pas d'accord forcément avec elle-même, hein, parce qu'une communauté est composée de plusieurs individus, tous les individus n'ont pas la même interprétation, c'est tout à fait normal. D'autre part parce que ça va chambouler complètement votre manière de travailler, puisque vous allez devoir composer avec quelqu'un qui n'est pas prévu dans le processus décisionnaire de votre travail muséal, et qui est en plus qui n'a pas les mêmes codes que vous du tout. Et donc, ça va, mais je vais revenir tout à l'heure là-dessus, ça va compliquer considérablement votre travail. Il va y avoir aussi un problème de défiance réciproque. Parce que les communautés, comme on a vu ce matin avec ma question idiote, qui a provoqué un petit peu d'émoi, quand elles font du patrimoine immatériel, elles ne se posent pas la question de savoir si elles en font. Hein. Elles font ce qu'elles ont à faire, elles en pensent ce qu'elles en pensent, ça leur procure le sentiment que ça leur procure, mais elles ne sont pas là pour faire des définitions destinées à être comprises par un public non averti de ce que représente cette pratique, de pourquoi c'est du patrimoine, etc. Et donc, en fait, souvent, les communautés, elles ne veulent pas qu'on les dérange. Et elles se méfient considérablement des institutions, surtout quand elles sont gouvernementales, qui viennent se mêler de leurs affaires, surtout quand c'est des affaires auxquelles elles tiennent, comme le patrimoine culturel immatériel. Et donc, il va falloir établir un lien de confiance réciproque, parce qu'elles se méfient un petit peu de vous, et vous allez vous méfier d'elles aussi un petit peu, parce que, bon, elles n'ont pas, le moins qu'on puisse dire, elles n'ont pas les mêmes langages que vous, elles n'ont pas les mêmes structures. Et donc, le dialogue est quand même assez compliqué, souvent, et donc, arriver à se rejoindre sur des objectifs et des intérêts communs, c'est un travail patient, de longue haleine, mais qui peut être extrêmement fructueux. Il y a des risques aussi à faire ça. Parce que vous, en tant qu'institution muséale, vous avez
une position généreuse vis-à-vis du patrimoine immatériel. Vous êtes spécialiste du patrimoine, vous dites c'est quand même dommage de mettre à côté, de se concentrer sur le patrimoine matériel, il faut ouvrir sur le patrimoine immatériel, il faut le sauvegarder, il faut le soutenir, etc. Mais ce faisant, qu'est-ce qui se passe? Un public beaucoup plus large prend connaissance, apprécie, veut faire partie, veut des grands malins, veut commencer à commercialiser pour faire un petit peu de revenus, etc., etc. Et d'un coup, perte de contrôle complète, la communauté furieuse et l'objectif de départ, qui était la sauvegarde, complètement annihilé et beaucoup d'effets induits négatifs. Donc, il faut voir tout ça à l'esprit avant de se lancer là-dedans pour éviter de donner des solutions qui sont des contre-solutions et qui finissent par nuire plus que d'aider. Parce que je pense qu'au départ, vous avez quand même une intention de soutenir et non pas de mettre en danger. Donc là aussi, il y a beaucoup de réflexions à mener avec les communautés pour clarifier et ne pas avoir peur de parler de tous ces risques, de tous ces avantages, mais aussi de tous ces risques, et puis d'avoir ensemble un vrai plan, un vrai monitoring, je ne sais pas comment on dit, pour vérifier au fur et à mesure que les effets de votre collaboration dans le domaine du patrimoine culturel et immatériel sont ceux que vous avez cherchés. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent cette très belle peinture, œuvre de Magritte, qui s'appelle « La trahison des images », qui peint une magnifique pipe et qui dit, écrit en dessous, « This is not a pipe ». This is not a pipe. Bien qu'il s'agisse manifestement d'une pipe, mais simplement il s'agit de l'image d'une pipe et non pas d'une pipe. Et vous devez, exactement dans la même idée, moi cette image, elle m'a poursuivi quand je m'occupais de patrimoine immatériel, parce que c'est vrai que quand on explique sur les inventaires, par exemple, l'inventaire, c'est quoi? C'est mettre sur papier une pratique. Et tout d'un coup, on croit que la fiche d'inventaire, c'est la pratique. Non, 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 c'est pas du tout la pratique. De même, l'objet qui sert comme support à faire comprendre ou à commenter la pratique n'est pas la pratique. Le produit, la tapisserie, n'est pas la pratique. Elle est le résultat de la pratique. Elle est le résultat de valeurs, d'un savoir-faire, etc. Mais elle n'est pas la pratique. C'est-à-dire que si la pratique s'en va, il n'y aura pas de tapisserie. Alors que si la tapisserie s'en va, la pratique pourra en reproduire d'autres. D'accord? Donc on est bien sur la sauvegarde de la pratique et pas des objets et des produits de la pratique. Et ça, c'est un vrai défi pour les musées, je pense. Le défi, c'est de comment faire pour héberger du matériel, parce que pour finir, vous allez finir par, que ce soit des photos, des films, des objets, vous allez finir par vous retrouver avec du matériel. Comment faire pour héberger du matériel tout en ne trahissant pas, je reprends l'exemple de la trahison, du titre, de la trahison des images, ne trahissant pas le patrimoine immatériel. Et donc je pense que vous avez déjà répondu à ça. Vous avez répondu avec des conceptions muséales alternatives, qui sont l'éclatement spatial du musée. C'est de ne plus concevoir le musée comme un lieu fermé avec un sens de la visite, mais comme un musée où on voit les choses à l'extérieur, où on peut les voir dans leur agissement et pas nécessairement dans leurs produits. L'éclatement des objets et des sujets du patrimoine, en ouvrant justement à d'autres formes que les objets, et l'éclatement des instances de définition du patrimoine, de gouvernance du patrimoine, d'interprétation du patrimoine. Donc, je crois que vos exposés d'aujourd'hui montrent bien que vous ne pouvez pas faire entrer le patrimoine culturel au musée en gardant des structures traditionnelles, qu'elles soient de gouvernance, qu'elles soient de présentation et qu'elles soient
de sélection, on va dire. Mais vous avez aussi montré quelque chose de très intéressant pour la sauvegarde du patrimoine immatériel, c'est que les musées peuvent être des espaces de recréation du patrimoine culturel immatériel, c'est-à-dire des espaces où le patrimoine immatériel n'est pas seulement montré dans ce qu'il est aujourd'hui, dans son sens, mais aussi comme un ferment d'innovation, de recréation pour des futures générations. C'est-à-dire qu'on garde des techniques, hein, je pense par exemple à l'exemple de la vannerie, on apprend des anciens les savoirs, on attache de l'importance à une tradition de la vannerie, mais sauf qu'on la transforme pour correspondre à des produits, parce que la vannerie c'est quand même du produit, eh bien, à des produits qui ont peut-être une résonance plus contemporaine non seulement dans la culture, mais dans l'économie contemporaine. Et puis, des espaces, des musées comme espaces de démocratie culturelle. C'est que tout d'un coup, grande critique des musées, ce sont des lieux élitistes, et bien là, le musée devient non seulement pas un lieu élitiste, mais un lieu d'expression démocratique dans le domaine de la culture, où le musée partage et, je dirais pas, met ensemble, renforce le savoir et l'autonomie d'une communauté sur son patrimoine avec ses propres savoirs et sa propre autonomie en tant que musée. Et ces deux ensembles et ces deux forces peuvent multiplier et s'aider réciproquement. Le musée, en l'ouvrant à quelque chose de très riche et de très large et qui parle et qui fait écho à une très large population, et la communauté en ayant tout d'un coup un espace de plus additionnel pour soutenir sa pratique, la valoriser, parce que ne pas oublier que souvent le patrimoine culturel immatériel, s'il est en déshérence, en déperdition, c'est parce qu'il est dévalorisé, parce qu'il est considéré comme tourné vers le passé, non adapté à la vie contemporaine, et aussi beaucoup plus, comment je pourrais dire, pas misérable, mais banal que l'art classique, l'archéologie, l'art noble. Hein. Donc le patrimoine culturel immatériel souffre de complexes d'infériorité beaucoup. Hein, et le fait que le musée accueille le patrimoine immatériel est aussi une énorme valorisation de l'ego du patrimoine immatériel, si je peux parler comme ça. Voilà à peu près ce que j'avais envie de dire. Alors peut-être que je voudrais terminer par patrimoine culturel et innovation, parce que là j'ai montré comment le patrimoine culturel et les musées, en innovant, chacun peut se soutenir l'un avec l'autre. Je voudrais parler quand même justement du patrimoine culturel permettant aux musées d'innover, parce que je crois que s'ils n'avaient pas besoin de traiter cette masse informe et complexe avec des acteurs complexes, peut-être que le musée resterait dans sa zone de confort, comme j'ai entendu à un certain moment donné. Donc sortir de la zone de confort, c'est très intéressant et c'est très bien, et souvent c'est le gage d'une durabilité. Le patrimoine culturel immatériel comme terreau d'innovation sociétale, c'est très important de comprendre que le patrimoine immatériel n'est pas le reflet du passé. Il est le reflet de ce que l'histoire a porté dans le présent pour permettre de créer l'avenir. Donc, autrement, il est mort. Toutes les feuilles mortes du patrimoine culturel immatériel sont tombées et ont fait le terreau. Hein. Et ce qui est resté vivant, c'est les graines, le bourgeon, qui permet d'éclore vers de nouvelles formes qui seront patrimoine de demain. Et peut-être pour conclure, je voudrais vous citer le récent rapport que j'ai lu, que vous avez probablement, en tout cas parmi les Français, lu, de très intéressants rapports Restituer le patrimoine africain de Felwinsar et Bénédicte Savoie, qui parle d'un autre sujet, qui parle de la question de la restitution du patrimoine matériel, pour le coup, en Afrique, détenu par les musées européens, les Français.
Mais il parle du patrimoine culturel en termes très intéressants, parce qu'il ne le visualise pas simplement comme de la propriété, témoin historique d'une période, d'une culture, etc., mais comme, et je cite ce rapport, j'ouvre les guillemets, comme réserve d'énergie, au pluriel, ressources créatives, gisement de potentiel, force d'engendrement de figures et de formes alternatives du réel, puissance de germination. Et je trouve que parler du patrimoine en général et du patrimoine culturel immatériel sous cette forme, c'est précisément lui donner cette force d'innovation dont il est porteur et que les musées peuvent accueillir tout en se transformant eux-mêmes. Voilà ce que j'ai retenu de la journée. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage, d'énergie et de conviction, parce que ce que vous faites comme travail est très important. Voilà. Merci beaucoup.